Bienvenue sur les ondes des RLP, Radio Libre en Périgord, 102.3 FM, à l'écoute de l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, comme toutes les autres émissions des RLP, en podcast. Aujourd'hui, nous tenterons avec humilité de présenter quelques facettes de l'œuvre du poète Yves Bonnefoy. Humilité qu'impose l'œuvre de tout grand poète, quand aussi bien voudrons-nous parler d'autres poètes immenses, tel celui qui affirmait avec force, précisément en pensant au poète, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Suivre le vol de ces albatros, indolents compagnons de voyage, comme le dit aussi un autre fragment du poème, voilà ce à quoi nous vous invitons. Le vol, puis l'envol d'Yves Bonnefoy, a commencé un 24 juin de l'année 1923 à Tours pour s'achever un 1er juillet 2016 à Paris. S'achever, certes non, et je veux, à l'orée de cet hommage, lire un premier poème tiré de son tout premier recueil, si l'on accepte quelques plaquettes mineures, tout premier recueil publié au Mercure de France en 1953 et qui porte le titre du mouvement et de l'immobilité de Douve. Le poème ne porte pas de titre. Si cette nuit est autre que la nuit, renaît, lointaine voix bénéfique, réveille l'argile la plus grave, où le grain est dormi, parle, je n'étais plus que terre désirante, voici les mots, enfin, de l'aube et de la pluie. Mais parle, que je sois la terre favorable, parle, s'il est encore un jour enseveli. L'œuvre d'Yves Bonnefoy comporte 3 volets importants. Le premier volet est un volet consacré à la poésie. Ce sont des recueils de poésie et il faut souligner que nous n'évoquerons aujourd'hui que le recueil que j'ai mentionné, du mouvement et de l'immobilité de Douve, et que l'un des derniers recueils poétiques de Bonnefoy, Les Planches courbes, date de 2001. Il y a donc 50 ans qui séparent les 2 recueils. Donc un premier volet purement poétique, un second volet qui est consacré à des textes en prose poétique, souvent avec des analyses portant sur la peinture, et enfin un troisième volet qui n'est pas négligeable,
qui est constitué par les traductions nombreuses, principalement de l'anglais, que Bonnefoy a faites, notamment du poète Yeats, dont il sera question dans une autre émission. Dans un entretien que Yves Bonnefoy a accordé, il déclare « On m'a souvent demandé, à propos des poèmes qui prirent forme, qui était ce qu'était Douve, et cela parce que se produit dans ces pages un effet des mots qui suggère qu'un être est là, particulier. On croit même à une personne. » Écoutons alors un autre poème qui semble comme adressé à Douve. Sur un fangeux hiver, Douve, j'étendais ta face lumineuse et basse de forêt. Tout se défait, pensais-je, tout s'éloigne. Je te revis violente et riant sans retour, de tes cheveux au soir d'opulente saison, dissimuler l'éclat d'un visage livide. Je te revis furtive, en lisière des arbres, paraître comme un feu quand l'automne resserre tout le bruit de l'orage au cœur des frondaisons. Ô plus noire et déserte, enfin je te vis morte, inapaisable et claire que le néant supporte, vitre sitôt éteinte et d'obscures maisons. Au dire d'un autre poète, Jean-Michel Maupoy, qui a exploré avec finesse la notion de lyrisme dans ses livres, je le cite, « Lire du mouvement et de l'immobilité de Douve est une épreuve. La question du sens des poèmes est posée avec une certaine rudesse dès la première page de ce livre déroutant. Faut-il s'enfoncer dans ces poèmes comme dans la nuit, ainsi que semblait le souhaiter le critique littéraire Jean-Pierre Richard. C'est la raison pour laquelle, en guise même de poupée gigogne, je vais citer le passage de Jean-Pierre Richard, qui est le suivant. « La meilleure façon de les lire, me semble-t-il,
serait de s'enfoncer aveuglément dans leur ressassement et dans leur nuit, de laisser résonner en soi leurs notes sourdes, d'ouvrir son regard à leur matité. Mais il faudrait aussi les traverser comme des épiphanies, tentant d'apercevoir comment quelque chose, en chacun d'eux, se dérobe et s'indique par le mouvement même qui veut le dérober. Quel est ce quelque chose, à travers quoi il cherche à se manifester ou à s'enfuir, dans quelle forme, quel lieu, quelle matière, bref, il faudrait décrire, si ces mots possèdent quelque sens, les catégories sensibles de la présence chez Yves Bonnefoy. Maupoy, de son côté, ajoute « Comment faire en sorte que les mots ne masquent pas la mort et ne viennent pas apaiser d'un douteux savoir l'inquiétude originelle ?» Ce dernier fragment est une citation de Bonnefoy lui-même. Maupoy ajoute encore « L'obscurité poétique tient de cette ordalie qu'elle met en scène. Elle constitue une épreuve qui doit permettre de rendre justice à la poésie et de l'innocenter de ses travers que Bonnefoy volontiers désigne comme, je le cite encore, la mauvaise présence. Ainsi, Bonnefoy constitue-t-il un espace poétique à la fois rigoureux et flottant, entre vers et versets, où se dessine comme le profil d'un récit en rêve, ce qui constitue récit en rêve, un autre titre de très belle prose poétique, recueil de très belle prose poétique d'Yves Bonnefoy. Le lecteur suit des états, des gestes, des positions, des situations successives de Douve. Cette créature à l'identité aussi incertaine que surabondante est poursuivie dans son mouvement puis dans son immobilité, dans sa course initiale à l'ouverture du livre, jusqu'à sa silhouette froide et gisante. Et c'est dans ce passage qui conduit à traverser la mort pour atteindre la présence. Un autre fragment de Douve est le suivant: « Il te faudra franchir la mort pour que tu vives. » Et c'est donc dans ce passage que réside la clé de la double identité de Douve, à la fois être humain et lieu, puisque la créature absorbée par la terre devient nature, retourne à la terre et pousse vers la lumière comme un arbre enraciné dans le noir. Aussi pouvons-nous lire un autre poème qui est dans la dernière section du recueil qui en comporte 5. Rappelons que le recueil du mouvement et de l'immobilité de Douve rassemble une première section intitulée « Théâtre », une seconde intitulée « Dernier geste », une troisième « Douve parle », une quatrième « L'orangerie » et une cinquième « Vrai lieu ». Et c'est justement le poème qui porte le titre cette fois de « Vrai nom » que je voudrais lire à présent. Vrai nom. Je nommerai désert ce château que tu fus, nuit cette voix, absence ton visage, et quand tu tomberas dans la terre stérile, je nommerai néant l'éclair qui t'a porté. Mourir est un pays que tu aimais. Je viens, mais éternellement par tes sombres chemins. Je détruis ton désir, ta forme, ta mémoire. Je suis ton ennemi qui n'aura de pitié. Je te nommerai guerre, et je prendrai sur toi les libertés de la guerre, et j'aurai dans mes mains ton visage obscur et traversé, dans mon cœur, ce pays qu'illumine l'orage.
Toujours dans les entretiens sur la poésie, Bonnefoy ajoute « Il y eut aussi, et tout aussitôt, dans mon écoute de ce mot douve, le pressentiment d'une terre, d'une contrée toute bruissante, bien qu'encore mêlée de nuit, le lieu où se reformerait le sacré, si nous savions nous porter assez avant, dans la profondeur, dans l'épaisseur de simplicité de nos grands vocables. En douve s'annonça pour moi l'être mortel que nous sommes, même si nous refusons d'en prendre conscience. Et la parole à la fois immédiate et pleine que celui qui se saurait tel, vraiment, atteindrait, lui, au terme du rêve. Je ne voulais pas signifier, mais faire d'un mot, en somme quelconque, l'agent de la désagrégation de ces systèmes que les signifiants, comme nous disons aujourd'hui, ne cessent de mettre en place. Je voulais lui assurer la capacité d'être cette fois, non la notion, la figure, mais au-delà, c'est-à-dire dans l'immédiat et directement, pleinement, le contact avec l'un, ce que j'appelle présence. On se rend compte à la lecture de ce simple entretien sur la poésie à quel point la parole d'Yves Bonnefoy, même lorsqu'il s'exprime en prose, est intensément poétique. Mais lisons un autre extrait du recueil du mouvement et de l'immobilité de Douve, qui ne porte pas de titre. Le bras que l'on soulève et le bras que l'on tourne ne sont d'un même instant que pour nos lourdes têtes, mais rejeter ces draps de verdure et de boue, il ne reste qu'un feu du royaume de mort. La jambe démeublée où le grand vent pénètre, poussant devant lui des têtes de pluie, ne vous éclairera qu'au seuil de ce royaume, geste de douve, geste déjà plus lent, geste noir. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Constellation consacrée à la poésie. Je voudrais, pour terminer, insister sur la partie musicale, puisque la poésie est musique et la musique est poésie. Vous avez pu entendre tout au long de cette émission la musique de Maurice Ravel, d'abord avec la sonatine, qui servira d'ailleurs à l'avenir de générique ou d'indicatif ou de jingle, comme on dit, mais je préfère
le terme d'indicatif ou de générique à cette émission. Vous avez écouté ensuite un autre fragment de la sonatine, le mouvement de Menuet, et vous avez écouté également des extraits du tombeau de Couperin, interprété par le pianiste Bertrand Chamaillou. Bertrand Chamaillou est un assez jeune pianiste qui a enregistré les œuvres quasi complètes de Maurice Ravel au piano. Et de son côté, il faut souligner qu'il rend hommage à tous les grands interprètes de Ravel que je vous invite aussi à découvrir, notamment pour le morceau qui porte le titre Scarbo et qui est extrait du Gaspard de la nuit de Ravel. Il privilégie pour cette interprétation de Scarbo le nom de Samson François. Quant à Gaspard de la nuit, dans son ensemble, les 3 morceaux ou les 4 morceaux qui le composent, c'est Ivo Pogorelic qui peut être écouté. Enfin, on peut souligner aussi qu'on peut rencontrer le pianiste Dinu Lipati dans l'Alborada del Gracioso, qui est encore et toujours un morceau de Ravel, ou bien partir à la recherche de l'interprétation que Sviatoslav Richter a donnée des Noctuels dans un enregistrement en live à Prague. Cela dit, Ravel, on prête en tout cas ce mot à Ravel, Ravel disait « Ma musique ne s'interprète pas, elle se joue ». Alors, je voudrais donc, pour clore cette émission, remercier d'abord à la technique, pour son aide technique, Nicolas. Je voudrais vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission, là encore consacrée à Yves Bonnefoy, puisque j'avais dit dans le courant de cette émission que 50 années séparaient le recueil que j'ai évoqué aujourd'hui du recueil Les Planches Courbes, dont je parlerai la prochaine fois. Je vous invite enfin à écouter un dernier morceau de Ravel, interprété cette fois par celui en qui Chamaillou voyait aussi un très grand interprète. Je veux parler de Vlado Perlemuter.